D'abord, et donc on est très heureux que vous veniez aujourd'hui nous apporter un autre éclairage, qui est le vôtre, qui est aussi lié à votre histoire. Et je laisse la parole à notre ami Denis Latran, qui va se présenter un peu plus. Merci. Merci Bernard. Oui, je remercie Zaya, que je connais depuis très longtemps, que j'apprécie beaucoup, aussi bien pour ses qualités professionnelles que humaines, pour ses engagements aussi dans la société, pour son énergie inébranlable. Donc pour la présenter rapidement, elle a grandi en Seine-Saint-Denis. Tu as appris d'abord la guitare et l'alto, et très tôt tu t'es dirigé vers la direction d'orchestre. Tu es aujourd'hui chef d'orchestre et directrice artistique de l'orchestre Divertimento. Tu t'es mis à la direction d'orchestre, je crois, vers les 16 ans. À 19 ans, elle a créé son propre orchestre. Et je crois vers 20 ans, 24 ans, tu as été directrice du conservatoire de Stein. Et tu as, à cette occasion, déjà lancé des actions pour former des jeunes de Stein à la musique classique et les ouvrir à la culture, ce qui était un programme assez novateur à cette époque. Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui. Tu diriges des orchestres à l'international. Je crois l'orchestre d'Algérie, tu l'as dirigé pendant pas mal d'années. Oui. Et pas mal de spectacles dont Bernard a fait référence. Alors ce soir, on va parler non pas de la culture au sens civilisationnel, mais des activités culturelles. Et alors ça veut dire le théâtre, la musique notamment. Et notamment, on va plus précisément utiliser comme fil rouge la musique classique, puisque c'est ton histoire. Et on va regarder les apports de la culture qu'apporte à la société. Alors j'ai eu envie de chercher une définition de la culture, parce que je me suis posé cette question. Il y en a certainement un paquet de définitions, et il y en a une de Kant qui me plaît bien, donc je vais vous la lire pour vous amener à réfléchir peut-être ce soir. Il disait que c'est ce qui permet aux hommes de sortir de leur minorité, c'est-à-dire de développer ce dont la nature les a dotés, leur raison. J'aime cette définition parce qu'elle induit l'épanouissement et le développement du potentiel chez l'homme. Et ça, ce qui me semble un point très très important. Et je me rends compte que la culture occupe aujourd'hui, même si on ne s'en rend pas trop compte, une place prépondérante dans la vie de tout le monde, de chaque individu, même si on ne s'en rend pas compte. Alors, elle influence ce qui m'inquiète, ça ne m'inquiète pas, mais en tout cas, elle influence les opinions des gens, les valeurs, l'humour, leurs espoirs, leurs craintes, mais leurs préoccupations aussi. Donc, je pense que c'est un point extrêmement important, la culture. Et donc, ce soir, comme le programme l'indique, on va regarder en quoi, tu vas essayer de nous développer en quoi la culture est un levier d'accès, bien sûr, à la connaissance, au développement personnel, au partage et à l'intégration. Je pense que ça serait intéressant de se poser la question sur les freins également qui nous empêchent, ou qui empêchent la culture de développer justement ses valeurs auprès de... Et quelles valeurs? Donc tu y reviendras peut-être. Voilà, donc je te laisse la parole. Merci. Votre accueil, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis très heureuse de partager ce moment avec vous. Merci de votre invitation. Je vous présente également mes meilleurs voeux pour cette année. Évidemment, à vous et à vos proches. Voilà, tout d'abord la santé, parce qu'on sait que c'est important, et puis beaucoup de réussite dans vos projets. Alors, il y a pas mal de choses qui ont été dites sur mon parcours. Je vais revenir simplement sur quelques éléments, parce que, non pas que c'est juste pour raconter ma vie, mais parce que c'est aussi cette expérience de mon parcours personnel, de mon enfance, de mon lien avec à la fois mon éducation, mon instruction, le territoire aussi où j'ai grandi, et toutes les forces autour, pas que la famille, mais qui m'ont aussi permis de réussir dans mon parcours musical et professionnel. Et puis surtout, n'hésitez pas à poser des questions quand vous le souhaitez.
même voilà, dans le cadre de ces propos préalables. Et puis voilà, puis ensuite de la création de l'orchestre Divertimento et quelle vision j'ai aujourd'hui, moi, de mon métier de chef d'orchestre et comment on lui donne aussi du sens, à la fois évidemment d'un point de vue artistique, mais sur un engagement au sens large du terme, pour permettre aussi que ça soit une musique et une culture qui soit beaucoup plus partagée. Alors moi j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, à Pantin, dans un quartier populaire de Pantin, et voilà, dans une barre d'immeubles qui faisait partie des premières grandes barres d'immeubles de ce coin-là de Pantin, avec justement énormément de mixité sociale et culturelle dans l'immeuble où j'ai grandi, et aussi du coup dans le quartier et à l'école de mon quartier. Donc moi j'ai été à l'école publique à Pantin jusqu'en première, et ensuite j'ai intégré le lycée Racine à Paris, puisque étant très impliquée dans mes études musicales, ça me permettait de pouvoir suivre un enseignement à horaire aménagé. Donc j'ai été à l'école publique tout au long de ma scolarité. Et c'est vrai que mes parents n'étaient pas du tout musiciens. Ils sont venus d'Algérie dans les années... Mon père en 62, ma mère en 77. Et donc, voilà, deux personnes très curieuses et qui nous ont toujours élevés avec cette envie et ce souci aussi de bien connaître à la fois la culture française, puisque c'est mon pays de naissance, mon pays, ma culture, et aussi de nos origines algériennes. Donc avec cette richesse aussi de cette double culture. Et même si on a grandi dans un milieu plutôt modeste économiquement, mais avec toujours la culture au cœur de notre éducation. Alors on allait beaucoup voir les expositions, les musées. Alors moi j'adorais, même si parfois, comme pour tous les enfants, je traînais un peu les pieds de temps en temps, mais je dois dire que ça a été aussi des moments, beaucoup de découvertes. On allait beaucoup aussi au cinéma, on lisait beaucoup, et ça c'était quelque chose qui était très important, notamment pour mon père. Et on écoutait beaucoup de musique à la maison. Et c'est vrai que la musique, je dois dire que depuis que je suis enfant, on a écouté beaucoup de musique, que ce soit les musiques de Tina Turner, parce que mon père est un fan de Tina Turner, mais aussi des musiques du monde arabe, et surtout beaucoup de musique classique. Et donc je ne me suis jamais trop posé de questions, quelque part, de passer de la pop à la musique arabe, à la musique classique, du quartier populaire de la Seine-Saint-Denis au beau quartier parisien, de ma culture, de mes origines algériennes à la culture européenne. C'est des allers-retours qui étaient très évidents pour moi, puisque j'ai été élevée dedans et avec toujours le respect de tous ces univers-là. Donc assez rapidement, vu qu'on entendait beaucoup de musique à la maison, j'ai eu envie avec ma sœur Fetouma de faire de la musique. Et ma mère, donc, elle a été nous inscrire au conservatoire de Pantin, la ville où on a grandi. Et comme quand elle a été nous inscrire, il ne restait plus qu'une place, donc du coup, elle n'a pas voulu choisir entre ma sœur et moi, donc du coup, elle a inscrit notre petit frère. J'avais envie de vous partager cette anecdote parce que ça m'a aussi beaucoup marqué, moi, sur ensuite ma réflexion plus tard sur justement l'accès à la culture et les freins qu'on peut avoir ou pas. Moi, j'avoue que parfois dans les interviews que j'ai pu avoir tout au long de mon parcours professionnel, parfois on me disait « Ah, mais vous êtes parti de rien, vous avez réussi ». Et je dis « Non, mais je ne suis pas partie de rien » parce que justement, quand on a accès à l'éducation, qu'on a justement des parents aussi investis dans l'éducation, des enseignants à l'école publique, une conjoncture qui faisait qu'aussi à l'époque, à Pantin, il y avait aussi des élus locaux qui étaient très engagés pour permettre aux jeunes d'avoir accès à la culture et au sport. Donc c'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas que le cadre familial, mais plein d'autres aspects aussi qui ont contribué à ma réussite. Et donc voilà, donc je suis certainement pas partie de rien. Et du coup, mes parents, qui ont eu quand même une place très importante dans cette réussite, et en tout cas dans mon éducation, en fait, ma mère, les premières connaissances musicales que j'ai eues, ça a été par ma mère qui n'était pas du tout musicienne, mais qui allait assister aux cours de musique de mon frère. Et quand elle revenait à la maison, elle nous apprenait, à ma soeur et moi, les premières notions. Et donc mes premières notions de musique, je les ai apprises non pas au conservatoire, mais par ma mère, qui n'était pas musicienne. Et c'est vrai que plus tard, quand j'ai souhaité devenir chef d'orchestre, évidemment, en tant que chef d'orchestre, on a envie de diriger les grandes œuvres musicales sur les plus belles scènes du monde. Mais pour moi, c'était toujours de me dire que j'avais envie d'équilibrer entre un engagement, un travail artistique, mais aussi un engagement, une transmission. Et que si un jeune n'avait pas forcément l'opportunité, ni à l'école, ni dans le cadre familial, d'avoir cette rencontre avec la musique, et que moi, en tant qu'artiste, j'avais aussi une responsabilité et qu'il fallait que je puisse aussi moi-même
donner ce que j'avais pu justement recevoir par mes parents et par aussi les professeurs que j'avais pu avoir, que ce soit à l'école publique ou alors au conservatoire de musique. Donc quelques temps après, j'ai pu intégrer le conservatoire de Pantin grâce au fait que justement on n'était pas débutante avec ma sœur. J'ai commencé par la guitare classique et moi j'étais très attirée par la musique d'orchestre, la musique symphonique. Et comme je n'avais pas, à l'époque, je ne savais pas qu'il n'y avait pas de guitare dans les orchestres symphoniques. Donc j'ai décidé de faire un deuxième instrument, l'alto, et qui m'a permis, adolescente, de pouvoir intégrer les orchestres symphoniques, jouer cette musique qui me passionnait, et surtout comprendre les interactions dans un orchestre entre tous les instruments, et surtout aussi l'impact de la direction d'un chef d'orchestre envers justement tous les musiciens, et de donner cette direction musicale qui était parfois inspirante, parfois pas, parfois bienveillante, parfois pas. Mais en tout cas, ce métier de musicienne, je l'ai exercé un long moment parce que c'était à la fois formateur et ça m'a permis aussi de comprendre ce que c'était le métier de musicien d'orchestre avant de passer à la direction d'orchestre. Alors parallèlement, en effet, je m'intéressais à la direction d'orchestre puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, en tant qu'altiste, on est placé au cœur d'un orchestre, donc juste devant le chef d'orchestre. Donc ça m'intéressait de comprendre qu'est-ce que c'était un chef d'orchestre, à quoi il servait. Et donc j'allais emprunter des partitions à la bibliothèque du conservatoire. Et on appelle ça les conducteurs, les partitions du chef d'orchestre. Et donc ça permettait pour moi d'essayer de prendre connaissance et de comprendre ce qui se passait autour de moi. Et puis de regarder aussi, je regardais beaucoup à la maison avec mon père des documentaires sur les grands chefs d'orchestre. Et en fait, je faisais toujours un constat qu'à chaque fois qu'on voyait un chef d'orchestre à la télé, c'est un chef d'orchestre qui était toujours un homme, toujours assez âgé et toujours plutôt d'origine européenne et donc pas du tout avec justement proche de ce que j'étais moi à l'époque et donc c'était assez difficile de s'identifier. Et comme parallèlement à ça, beaucoup de gens dans le milieu musical, mes professeurs me disaient « Mais Zaya, le métier de chef d'orchestre n'est pas du tout un métier qui est fait pour les femmes. Concentre-toi sur tes études, concentre-toi sur tes études d'instruments. » Alors c'est ce que j'ai fait parce que quand vous êtes adolescent en Seine-Saint-Denis, on est convié dans un quartier populaire, la société nous renvoie quand même beaucoup que la vie elle va être difficile, que parfois c'est pas la peine d'être ambitieux parce qu'on risque de ne pas être à notre place, que les médias renvoient une image justement d'insécurité, de misère sociale, parfois de misère intellectuelle aussi. Et donc je ne vous cache pas que même si vous avez des parents qui vous encouragent, même si moi j'étais très studieuse à l'époque, que ce soit à l'école ou à la musique, c'est pas évident de se projeter et de se dire quand je serai grande, je serai chef d'orchestre. Alors j'ai quand même continué à y rêver et heureusement, toujours encouragée par mes parents, suivie aussi par mes parents qui étaient d'ailleurs très exigeants avec nous dans notre éducation et dans le suivi de notre scolarité, mais c'est aussi cette exigence-là qui m'a aussi aidée par la suite pour justement travailler la musique, travailler à l'école. Et puis j'ai rencontré un grand maître de la direction d'orchestre, Sergiu Celibidache, qui était une des grandes figures au XXe siècle. Et c'est vrai que ça a été pour moi très formateur. Je l'ai rencontré, j'avais 16 ans. Donc c'est vrai que quand vous rencontrez une grande personnalité comme celui-là, très 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 charismatique, ça a été en effet très formateur. Et je pense même qu'à l'époque, je devais être assez insouciante pour pas forcément toujours me rendre compte de tout. Mais c'est pas grave, ça a été pour moi une très riche expérience. Et avec justement un très haut niveau d'exigence dans son enseignement, puisqu'il nous demandait de connaître par cœur toutes les partitions, de beaucoup se documenter, d'apprendre énormément d'œuvres tout au long des semaines de cours que je suivais. Et puis dans le rap, malheureusement, j'ai pas pu. Il est décédé, donc je me suis retrouvée face à ce constat vers 18 ans, de me dire j'ai eu cette riche expérience et en même temps à 18 ans, on ne peut pas dire qu'on est chef d'orchestre. On est chef d'orchestre que si on a un orchestre à diriger. Et c'est un métier qu'on apprend tout au long de sa vie parce que on nous apprend en classe de direction d'orchestre à savoir diriger une œuvre, à savoir l'analyser, mais tout ce qui est le plus difficile dans ce métier, c'est-à-dire gérer les gens et gérer le temps, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas, puisque c'est quelque chose qu'on apprend dans l'expérience face à justement à des personnes et face à des orchestres. Et du coup, je me suis dit, il va falloir que me créer moi-même mes propres conditions. Enfin, j'ai essayé, j'ai été toquée à la porte de plusieurs orchestres. Et j'avais toujours ce même constat. C'était surtout à cette époque-là, c'était à peu près une trentaine d'années, presque 30 ans. C'était aussi un métier qu'on abordait plutôt dans une deuxième partie de carrière. Et donc parfois, quand moi je lisais dans la presse un jeune chef d'orchestre
nommé à la tête de l'orchestre de Radio France. Et en lisant sa biographie, on voyait que c'était quelqu'un qui avait 45 ou 50 ans. Bon, j'ai cet âge-là aujourd'hui, je sais qu'on est encore très jeune à 45-50 ans, mais bon, moi, du haut de mes 18 ans, j'avais envie d'avoir d'autres opportunités, et les opportunités, commencer ce métier, voilà, tout de suite, et pas d'attendre d'avoir 50 ans. Et donc, j'ai commencé je continuais mes études à l'université, dans les conservatoires, j'ai commencé à enseigner dans des conservatoires, et puis j'ai gagné un concours international de direction d'orchestre en Pologne, et ce concours-là m'a permis d'être en contact avec des programmateurs de festivals qui m'invitaient à venir diriger dans ces festivals-là, mais à chaque fois il fallait venir avec son propre orchestre. Donc malheureusement je ne pouvais pas honorer ces invitations-là, et moi je n'ai pas attendu que les choses se passent, donc j'ai commencé à enseigner la pratique d'orchestre au conservatoire de Stein en Seine-Saint-Denis et à Paris dans le conservatoire du 9e arrondissement. Alors je dois dire que du coup l'univers de l'orchestre a toujours fait partie de ma vie, même professionnelle, puisque j'ai pendant quelques mois enseigné la guitare et l'alto, mais très rapidement la pratique de l'orchestre ça a été ma spécialité, que ce soit d'un point de vue artistique ou pédagogique. Et en enseignant à Stein et en enseignant à Paris, je me suis aussi un peu plus rendu compte encore de ces différences sociales, de ces différences territoriales, même si le fait d'avoir grandi à Pantin, j'en étais déjà un petit peu consciente, et où j'avais déjà commencé à avoir une réflexion où je me posais la question de dire mais pourquoi quand mes parents ils nous emmènent voir des beaux concerts de musique symphonique, à chaque fois on va à Paris, et pourquoi sur mon territoire on n'a pas accès à la même qualité artistique et aux mêmes projets. Et donc c'est quelque chose que j'ai aussi continué quelque part à vivre, à expérimenter, puisque moi je faisais sans cesse les allers-retours entre Paris, entre Stein, Paris et Pantin où j'habitais. Et avec cette expérience d'enseignante, je me suis rendu compte qu'à Stein, j'avais des musiciens qui étaient très passionnés, mais qui avaient aussi une vie qui était propre à celle de leur territoire, avec la diversité culturelle, avec évidemment plutôt des origines sociales assez populaires. Et puis après, quand j'allais à Paris, j'avais d'autres jeunes qui étaient aussi passionnés par la musique et qui étaient plutôt de milieux un peu plus favorisés. Et ceux de Paris, ils sortaient rarement de leur arrondissement, et ceux de Stein, ils sortaient rarement de leur quartier. Et donc avec des mécanismes qui étaient assez proches, et je me suis dit, mais si l'orchestre était aussi un lieu de rencontre. Et donc j'ai souhaité créer Divertimento parce que j'avais envie d'avoir des opportunités pour diriger, puis j'avais aussi envie que ces jeunes se rencontrent, et c'était l'occasion comme ça de réunir les meilleurs élèves que j'avais à Stein, les meilleurs élèves que j'avais à Paris, des amis musiciens qui étaient proches, ma sœur Fetouma qui m'a aidé dans le développement de cet orchestre, et c'est comme ça qu'est né l'orchestre Divertimento. Donc pendant un certain temps on a fonctionné comme ça, et puis après quand j'ai été nommée à la ville de Stein, toujours parce que j'avais envie de continuer à m'investir dans la pédagogie, j'ai été nommée au conservatoire de Stein par le maire de Stein à l'époque, et j'ai placé au centre du projet pédagogique et projet d'établissement la pratique de la musique, mais la pratique de la musique collective, parce que je trouvais que l'orchestre, c'était un lieu qui permettait de pouvoir aussi transmettre des valeurs qui étaient hyper importantes aujourd'hui, et ces mêmes valeurs que l'on attend d'un jeune pour évoluer dans la société ou pour évoluer dans le monde professionnel, ce sont des valeurs, des qualités, des savoir-être, des compétences que l'on développe dans un orchestre. Et donc, dans un conservatoire, à Stein, ce que j'avais proposé, c'est que le cours principal de l'enfant, de l'élève, soit pas forcément son cours d'instrument, mais ça soit son cours d'orchestre, et que tous les enseignements autour soient axés sur ce cours d'orchestre. Et puis le maire de Stein, en ayant, donc à l'époque j'avais 24-25 ans, donc j'avais plein d'idées, mais j'avais pas forcément l'expérience que j'ai aujourd'hui, puis une réflexion large sur plusieurs aspects. Donc il m'avait dit, écoutez Zaya, votre projet il est super, mais alors il y avait l'enseignement, je me permets de préciser, autour des pratiques collectives, et l'autre point que j'avais aussi beaucoup développé dans ce projet d'établissement du conservatoire de Stein, c'est qu'on avait un nouveau bâtiment avec un auditorium, et un auditorium de très grande qualité acoustique, et donc de se dire maintenant on a un outil qui nous permet de pouvoir organiser des concerts, et donc de faire en sorte que les concerts, les mêmes artistes de renommée internationale que l'on peut avoir à Paris, on puisse aussi avoir des concerts dans cet auditorium. Donc j'avais proposé au maire de Stein qu'il y ait à la fois un enseignement autour des pratiques collectives et une diffusion de concerts professionnels à Stein.
Et c'est là qu'il me... À ce moment-là, vous étiez... J'étais directrice du conservatoire. Voilà. Je venais juste d'arriver. Enfin, si je peux dire, c'est tout. Je veux dire, vous n'aviez pas de responsabilité d'instinct dans je dirais, la structure culturelle. Non, juste, c'était déjà beaucoup, mais en tant que directrice du conservatoire, voilà. D'accord. Mais justement, en effet, un projet, quand on est directrice d'un conservatoire, on est aussi à la tête d'un service dans une ville, au service d'une politique aussi publique, puisque voilà, le maire est élu aussi sur un programme politique. Donc c'est vrai que j'ai pris conscience de plein d'aspects, que le métier de musicien, c'était pas juste on jouait dans son coin, on enseigne dans son coin, mais que ça devait s'inscrire dans la vie aussi d'un territoire, plus largement, en tout cas dans le cadre d'un conservatoire de musique. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur ce projet d'enseignement de l'orchestre et de concert. Et en fait, je me suis vite rendu compte, mais un petit peu des réalités auxquelles j'avais déjà fait face, c'est que vous avez beau avoir les plus beaux concerts, et même faire des concerts gratuitement, c'est pas pour autant que les gens vont venir. Et donc, à partir de ce constat-là, c'est de dire comment on fait pour que une musique est aussi belle que la musique classique, qui transmet autant d'émotions. Tout à l'heure, Denis, tu parlais d'épanouissement, qui permet aussi en effet de ressentir plein d'émotions qu'on ne ressent pas forcément dans la vie de tous les jours, surtout quand on vit parfois dans certains quartiers. Pourquoi cette musique-là, on ne peut pas justement plus la faire partager? Et donc, ça a été un travail, une réflexion que je dois dire qu'on a pu mener à la fois avec les professeurs et les élus de la ville d'Estaing, les professeurs du conservatoire et les élus de la ville d'Estaing, et parallèlement à ça, avec mes musiciens de l'orchestre Divertimento, puisque quand je suis arrivée directrice de ce conservatoire, le maire m'a dit, écoutez Zaya, vous avez un orchestre, mais moi je trouverais ça fantastique que les habitants d'Estaing puissent entendre aussi un orchestre professionnel. Et donc, l'orchestre Divertimento a élu sa résidence, et en effet, ça a été un premier choix que j'ai fait, un choix assez fort, j'ai envie de dire, parce que aujourd'hui, dans les discours de politique publique, on parle beaucoup d'accès à la culture, d'égalité d'accès à la culture, à l'éducation, mais je vous assure qu'à l'époque, quand j'ai créé Divertimento, et que j'avais des échanges au ministère de la Culture, ou même dans le milieu musical avec les programmateurs, c'était pas du tout quelque chose de valorisant, et on a même souvent pensé, puisque même si ça a été rapidement, c'est devenu un orchestre uniquement professionnel, et on n'associe pas forcément l'excellence à justement au quartier populaire, à territoire. Et donc en réfléchissant, on a commencé à travailler notamment avec l'orchestre Divertimento justement sur le rapport aux habitants, le rapport au public. Et donc en passant du temps, on se fixe, il y a évidemment un concert qui est prévu dans la saison, mais c'est de se dire avant ce concert-là, on va prendre du temps pour aller à la rencontre des publics dans les établissements scolaires, dans les centres sociaux, dans les maisons de quartier, dans les associations, dans les lieux culturels, et pour que justement on change un peu ce rapport au concert et que petit à petit les habitants ils prennent connaissance de ce qui se passe, ils prennent confiance aussi et ils aient envie de venir au concert. Et plutôt que d'attendre que ce soit les publics qui fassent un pas pour venir justement dans la salle de concert ou au conservatoire, c'était à nous, artistes, de faire cette démarche, d'aller dans leur sens, enfin vers eux plutôt, et de prendre ce temps-là. Évidemment, on ne faisait pas ça forcément tout seul, en s'appuyant évidemment sur tous les acteurs locaux. Et puis une fois qu'on faisait ce travail, petit à petit, on a vu les salles qui se sont remplies avec justement des habitants d'Estaing, à la fois issus des quartiers résidentiels, mais aussi issus des quartiers populaires, avec des personnes avec des origines sociales et des origines culturelles très différentes. Alors évidemment, aujourd'hui, maintenant, on joue dans beaucoup de lieux très différents. On continue à être présent à Estaing, à Sevran, à Tremblay-en-France, mais aussi dans des scènes nationales. On a des projets en partenariat avec la Philharmonie de Paris. On fait des programmes, des projets à l'international, avec des partenariats en Australie, en Chine, en Algérie, dans plein d'autres endroits. Et évidemment, tout ça, ça ne s'est pas construit en une journée. Mais il y a eu, en tout cas dans l'histoire de l'orchestre Divertimento, il y a eu en tout cas les 10 premières années qui se sont écrites sur ce département de la Seine-Saint-Denis avec cette expérimentation de prendre du temps et de se dire que les choses ne vont pas arriver. Et ce temps-là, parfois, c'est pas toujours évident parce que quand on travaille aussi avec des partenaires différents, des partenaires publics, des partenaires privés. Et on sait aussi que parfois le temps politique, c'est pas le même que le temps de l'éducation ou de la musique. Et nous, on a besoin de temps. Parfois, on a des résultats qui arrivent quelques mois, quelques années, 10 ans, 15 ans après.
former un musicien professionnel, ça prend du temps. Et parfois, de prendre le temps, il faut tomber aussi sur des élus ou des partenaires qui ont envie aussi de miser à la fois sur le court terme, mais aussi surtout sur le long terme. Et donc, voilà. Donc, nous, on a changé, en fait, dans l'activité de l'Orchestre Divertimento. On a commencé un petit peu à changer notre rapport au concert et à avoir, alors évidemment, comme tous les orchestres, parce qu'on a aussi besoin de jouer, d'être visible, d'être présent dans les grandes salles de concert, dans les festivals, mais aussi d'avoir des projets de résidence territoriale. Et c'est-à-dire qu'on est présent sur un territoire pendant 3 ans. Et alors ça ne veut pas dire que tout l'orchestre déménage dans la Sarthe, que tout l'orchestre déménage après dans telle ville de la Seine-Saint-Denis, mais en tout cas d'avoir un certain nombre d'actions qui vont se dérouler tout au long de la saison, et voire même sur 3 ans, et qui font que justement, on va prendre ce temps-là d'être présent sur le territoire, de créer des actions de proximité, parfois des projets ponctuels, parfois des parcours sur plusieurs semaines. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir la fidélité des publics et justement avoir de nouveaux publics dans nos concerts. Et aujourd'hui, la moitié de notre activité artistique, elle est dans le cadre de ces activités de résidence. Donc c'est rare aujourd'hui qu'on fasse un concert quelque part sans qu'il n'y ait pas des actions qui soient autour, des rencontres avec les publics, des parcours dans les écoles, dans les centres sociaux ou autres. Donc on a, nous, travaillé sur ces résidences territoriales. Au début, c'était beaucoup en région Île-de-France, Seine-Saint-Denis d'abord, ensuite Val-de-Marne, Essonne, Val d'Oise. Et puis après, on a eu d'autres invitations dans d'autres territoires, avec des élus qui disaient, voilà, ce développement culturel que vous avez, auquel vous avez contribué en Seine-Saint-Denis, nous, on aimerait bien essayer de le faire avec vous. Et donc, une de nos premières grosses résidences, ça a été en région PACA, entre 2010 et 2013, pour que l'aboutissement de cette grande résidence soit dans le cadre de la capitale européenne de la culture, Marseille-Provence 2013. Et donc, on avait une grosse résidence sur le territoire Aix-en-Provence, Aubagne et Marseille. Et voilà, donc ça a été cette première grande expérience en dehors de la région Île-de-France. Et puis après, il y en a d'autres qui sont arrivés. On a été très présents dans les agglomérations de Lyon, de Grenoble, aujourd'hui dans la Sarthe, Le Mans, à Lonne et les villes qui sont autour, en Moselle également, en région Occitanie. Et alors, il y a des territoires sur lesquels on est présent depuis très longtemps, et puis d'autres où ça s'est arrêté, d'autres qui ont commencé, et tant mieux, parce qu'on n'a pas forcément vocation à être présent partout, des gens ne le pourraient pas. Et puis aussi parce qu'au bout d'un moment, c'est aussi bien que quand on prépare ces résidences-là territoriales, on prépare notre arrivée, mais on prépare aussi notre sortie, pour que les expériences que nous, on va venir, les expériences et les pratiques que nous, on propose, et ça puisse aussi continuer à exister sur ce territoire-là, et que quand on ressort, quand on repart, il continue à y avoir une dynamique, même si c'est plus avec l'Orchestre Divertimento. Et par exemple, pour vous donner un petit exemple très concret, on a été en résidence pendant un long moment, pendant 5 ans quasiment, dans un territoire très rural en Moselle. Et voilà, donc ils n'avaient pas du tout de lieu culturel, donc on faisait des concerts dans des gymnases. Il y a eu la période du Covid, où à la sortie du Covid, ça a été un des premiers lieux où on a fait un concert, et on a joué à la Philharmonie de Paris, où d'habitude c'était complet tout le temps. Là c'était complet, mais ça avait mis un petit peu plus de temps en termes de remplissage. Alors que quand on arrivait là-bas, une ville de 800 habitants, le gymnase il était équipé pour accueillir 1000 personnes, et le jour du concert, il y avait 1500 personnes qui attendaient devant la salle. Tout ça pour dire que, en fait, déjà c'est des territoires qui sont parfois aussi, il n'y a pas grand-chose qui se passe, et qui sont beaucoup en attente aussi d'événements, et que à la sortie du Covid, tout le monde a été très fragilisé par la solitude, par beaucoup d'aspects, et donc ils étaient tous très contents qu'il y ait ce concert. Et comme on avait continué à garder du lien, et que surtout avant, on avait travaillé pendant plusieurs années en étant vraiment, en animant le territoire, et on a eu beaucoup de concerts qui ont été pleins. Et donc l'agglomération ont décidé, alors qu'ils n'étaient pas du tout convaincus de l'utilité d'avoir un équipement culturel, pendant 5 ans, ils ont vu que le territoire, les habitants, ils étaient très assidus au concert, et il y avait beaucoup d'appétence pour la vie culturelle, et donc ils ont voté la construction d'un équipement. Donc c'est en cours, j'espère qu'ils nous appelleront pour faire l'inauguration, mais si c'est pas le cas, c'est pas grave. Tout ça pour dire que voilà,
que notre participation, elle a contribué à une réflexion collective et qu'elle a permis de dire que c'était bien d'avoir des équipements sportifs, mais que l'équipement culturel dans un territoire en milieu rural, c'est aussi important. Et donc voilà, donc notre travail, il a contribué aussi à ça. Donc voilà, donc ça c'était pour vous expliquer sur la partie de l'orchestre Divertimento, comment on avait commencé à se dire que c'est un orchestre qui devait pouvoir jouer, mais de casser un petit peu ses habitudes et ses traditions qu'un bon orchestre, il joue que à la salle Pleyel ou au Théâtre des Champs-Élysées ou à la Philharmonie, mais qui peut aussi se produire dans des territoires très différents et que ça n'enlève pas la qualité artistique du projet. Et peut-être pour finir là-dessus, tout à l'heure je vous disais que ce n'était pas une évidence, et en effet ça n'a pas été une évidence pendant longtemps, et je dois dire même encore aujourd'hui, parce que dans la façon dont on est financé avec l'orchestre Divertimento, on est rarement, voire quasiment pas financé sur les financements artistiques et culturels. Donc pour dire que en fait, quand nous on joue à la Philharmonie de Paris, on joue sur des budgets culture, le même projet qu'on va faire à Stein en milieu rural ou au milieu carcéral, et on va être sur des crédits politiques de la ville. Donc, pour dire que même en fait, dans la façon dont les institutions fonctionnent, la façon dont en fait, est financée la culture, déjà on considère aussi les gens différemment, puisque d'un côté, c'est assimilé à une approche socio-culturelle, voire sociale, et de l'autre côté de la culture, alors qu'on est habillé de la même façon, on joue les mêmes œuvres, et les œuvres, elles sont aussi belles et aussi difficiles qu'on les joue d'un côté ou de l'autre. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est pour vous donner cet aspect-là. Et justement, avec ce lien avec les publics, on s'est rendu compte que c'était super parce on avait du public qui venait nombreux au concert, qu'on avait des jeunes qui s'intéressaient à la musique, en tout cas qui étaient sensibilisés. Mais moi, j'étais toujours un peu frustrée de me dire, de les voir dans le public pour écouter des concerts, mais de ne pas les voir forcément prendre le chemin du conservatoire et d'être dans la pratique musicale. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé l'Académie Divertimento, avec les musiciens, parce que moi j'avais envie que justement cette pratique musicale elle fasse partie de leur expérience artistique et voilà. Et en fait on se rend compte que la musique c'est un art qui est exigeant. Bon, ça je pense que tout le monde doit le savoir, parce que pour se faire plaisir il faut progresser, pour progresser il faut travailler. Il faut avoir un instrument, il faut avoir aussi une méthodologie à la maison, avec mine de rien quand même des parents qui font un peu attention à ce qui se passe. Donc voilà, et même s'il y a des conservatoires dans beaucoup de villes, même dans une ville comme Stein, alors que le conservatoire était dynamique, il y a quand même beaucoup de quartiers où les enfants ne vont pas au conservatoire, même si, pareil, c'est pas forcément toujours qu'une histoire d'argent, parce que à Stein, par exemple, il y a des tarifications qui sont ultra accessibles pour les familles, mais pour plein d'autres raisons. Et donc, on a créé l'Académie Divertimento pour justement amener ces jeunes à être sensibilisés à l'instrument, à les amener dans une pratique justement musicale, et ensuite pour les préparer à l'exigence que demande une scolarité dans un conservatoire de musique et la pratique de la musique. Et donc avec l'Académie Divertimento, on a développé 3 niveaux d'intervention. Les débutants, parce qu'on s'est rendu compte que c'était important et que dans beaucoup d'endroits, ils n'avaient pas forcément accès au conservatoire. Et puis ensuite, aussi dans ces mêmes territoires, des jeunes qui fréquentaient les conservatoires, c'était le cas des jeunes du conservatoire de Stein, mais dans plein d'autres villes, qui sont des bons musiciens, mais qui sont pas forcément toujours, eux-mêmes vont pas forcément au conservatoire, vont pas forcément dans une médiathèque. Donc c'est pas parce qu'on joue d'un instrument qu'on a forcément une pratique culturelle aussi régulière, et ça c'est un constat qu'on a fait très 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 vite. Et certains qui aussi ont envie parfois de devenir professionnels ou de pousser un peu plus loin leur pratique musicale, et on se retrouve dans les mêmes logiques parfois que dans d'autres univers, c'est-à-dire que ce sont des jeunes qui sont très talentueux, mais qui n'ont pas du tout de réseau pour intégrer un stage, une première activité professionnelle, ou même pour savoir comment s'orienter, sachant que dans les métiers artistiques, il y a évidemment le métier d'artiste musicien, mais il y a plein d'autres métiers autour qui sont aussi, pour certains, très intéressants, enfin même pour tous, ils sont tous très intéressants. Mais du coup, dans cette académie, on fait aussi beaucoup de sensibilisation au métier du spectacle vivant, parce que il y a plein de métiers où on a besoin d'avoir des bonnes compétences musicales sans forcément être artiste sur scène, parce qu'on sait, et d'autant plus
de plus en plus que ce sont des métiers qui sont très difficiles, très sélectifs, où il n'y a pas forcément beaucoup d'élus. Et donc voilà, donc on a décidé de créer cette académie aussi pour y développer ces dispositifs d'orientation, de formation aux différents métiers du spectacle, et surtout d'amener tous ces jeunes à avoir une expérience d'orchestre, parce que dans l'orchestre, c'est une petite société où il y a en fait le reflet de toutes les diversités qu'on peut retrouver dans une société, où on apprend à se positionner dans un groupe, on apprend à placer son intérêt individuel de côté au profit de justement des objectifs collectifs, à être dans une discipline collective, une discipline aussi individuelle. Les savoir-être aussi, c'est hyper important que les jeunes soient ponctuels, soient assidus, sachent aussi bien s'habiller. Donc plein de choses qui sont très importantes et que justement on transmet dans le cadre de cette académie. Et donc le projet de l'Orchestre Divertimento, aujourd'hui, il a en gros 3 grands axes. Il y a les concerts, évidemment, donc la diffusion, pour que nos publics soient en contact avec les œuvres, avec l'art. La partie sensibilisation et diffusion, ce sont tous les projets, toutes les actions que nous menons pour amener justement les publics à venir au concert, être dans la découverte de nos œuvres. Et puis toute la partie pratique musicale qui est incarnée par notre académie. Et donc dans beaucoup de territoires, on a justement des partenariats où on va développer ces 3 axes. Voilà en quelques mots. Et puis ce que j'avais envie de dire, c'est que à l'époque, puis après comme ça on pourra peut-être poursuivre avec les questions, mais quand j'ai créé moi cet orchestre Divertimento, c'est vrai que on est en région parisienne. La région parisienne, c'est une région qui est très riche et qui est très dynamique, artistiquement parlant, musicalement parlant. Une région où il y a beaucoup d'orchestres nationaux qui sont implantés, beaucoup d'orchestres nationaux qui viennent faire régulièrement qui montent à Paris pour faire des concerts, les orchestres internationaux qui viennent faire leur tournée européenne, avec un passage, surtout maintenant qu'il y a la Philharmonie de Paris qui est sortie il y a quelques années maintenant, dont tous les orchestres nationaux qui viennent faire un passage à Paris. Donc quand vous créez un orchestre, un petit orchestre indépendant, et que vous n'avez pas forcément pas de réseau, pas de moyens, pas d'expérience, c'est vrai que moi je me suis interrogée à savoir quelle place cet orchestre il devait avoir dans le paysage musical, et justement qu'est-ce qu'on avait envie de faire, quel chef d'orchestre moi j'avais envie d'être, et quel orchestre on avait envie de développer, d'incarner. Et donc c'est aussi comme ça que cette dimension de l'engagement, que ce soit à travers l'accès à la culture, la partie pédagogique, elle est portée par tous les musiciens, et moi-même, c'est pas que moi qui porte ça, et ça c'est important. Donc ça veut dire qu'on a aussi travaillé nous sur la façon de recruter nos musiciens, et puis aussi avec une identité artistique spécifique. Alors évidemment, on sait aussi très bien jouer, on adore jouer les symphonies de Beethoven, de Brahms, Mahler et plein d'autres compositeurs, musique française beaucoup aussi. Et ça, ce sont des répertoires quand ils sont sur une façon un peu plus traditionnelle, qu'on va donner quand on va jouer en région ou dans le cadre de nos résidences, et des programmes beaucoup plus spécifiques, parce que quand on va jouer à la Philharmonie de Paris, si on vient pour proposer un cycle autour des symphonies de Beethoven, évidemment nous on sera capable de très bien le jouer, mais il y a toujours dans la saison soit l'orchestre de Vienne, soit l'orchestre de Berlin qui va venir le faire, ou sinon l'orchestre de Paris, et qui le feront très bien par ailleurs, parce qu'ils ont aussi des moyens qui sont beaucoup plus importants que les nôtres, une tradition musicale aussi, ou eux-mêmes sont détenteurs de la tradition de ces grands compositeurs. Donc en fait, c'est aussi un constat de dire, et peut-être il y a moyen d'avoir une autre approche artistique qui nous permette à la fois de créer de la singularité par rapport aux autres orchestres, et aussi parce que je trouvais que parfois, peut-être que la musique classique, elle s'ancre un peu trop dans des traditions et des habitudes, et qu'il y a des concerts que l'on fait encore beaucoup aujourd'hui, qui sont dans les mêmes formats que les concerts qu'on faisait il y a 100 ans, il y a 200 ans, voire il y a 300 ans. Et que c'était peut-être intéressant de réinterroger ça, et de montrer que la musique classique, c'est pas qu'un univers, qu'un regard vers le passé, mais qu'on peut aussi interroger des sujets qui sont très contemporains à travers la musique. Alors moi je dis toujours, je ne suis pas historienne, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas politicienne, je ne suis pas là pour dire il faut penser comme ci ou comme ça. Évidemment, moi j'aime bien susciter la réflexion et amener justement le public à s'interroger sur certains sujets à travers la musique, et donc de mettre aussi en regard le patrimoine musical, puisque ça fait partie de mon métier
de transmettre ce patrimoine musical, mais aussi de le mettre en regard avec des répertoires beaucoup plus contemporains, voire des cultures qui sont très peu présentes dans les scènes de musique symphonique, puisqu'on sait que les grands compositeurs, ce sont des compositeurs européens. Mais aujourd'hui, il y a des orchestres symphoniques partout dans le monde, des compositeurs mexicains, chinois, australiens, algériens, qui sont de grande qualité, des musiques aussi traditionnelles et populaires qui sont très belles et qui ont parfois inspiré aussi de grands compositeurs, et que c'est intéressant de montrer qu'il n'y a pas la grande culture musicale européenne qui est au-dessus des autres, mais de la mettre en regard aussi et de faire découvrir le monde par la musique, les jeunes, et pas que les jeunes d'ailleurs. Et donc voilà, l'identité artistique de l'orchestre Divertimento, elle s'est aussi beaucoup appuyée sur des nouvelles propositions artistiques pluridisciplinaires en intégrant le théâtre, le cinéma, la danse, beaucoup, l'univers du sport, le lien avec les cultures du monde. Et donc c'est ce qui nous a permis aussi du coup de pouvoir être au premier plan du paysage musical dans certains grands événements, dans certaines programmations. L'année olympique par exemple, c'est l'orchestre Divertimento qui a fait l'ouverture de saison de la Philharmonie de Paris, alors que d'habitude c'est un orchestre international, un grand orchestre allemand ou américain qui vient le faire. C'est nous qui l'avons fait, c'est nous qui avons fait la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques aussi, et plein d'autres événements. Et donc ça a été aussi possible parce que on a développé cette compétence de pouvoir aussi mêler des univers très différents, et surtout de le faire bien, parce qu'il ne s'agit pas avant tout d'être innovant. Et peut-être je terminerai là-dessus pour dire que peut-être l'exigence, c'est un peu la valeur qui est au cœur de notre travail. Alors c'est jamais simple, hein, parce que c'est dur d'être toujours de maintenir une exigence, mais c'est quelque chose qu'on a installé dans le travail artistique, dans le rapport aussi entre les musiciens, le travail qui est aussi au cœur des équipes administratives, techniques et de production de l'orchestre Divertimento, parce que c'est bien beau de dire que tout le monde doit avoir accès à la culture, mais il faut que ça soit la même exigence artistique, la même qualité que l'on joue pour la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques, ou si on va jouer en milieu carcéral, ou si on va jouer en milieu rural. Et donc c'est ce qui a aussi donné la légitimité et la crédibilité du projet de l'orchestre, c'était de maintenir cette exigence artistique et pédagogique, peu importe les territoires où nous sommes et peu importe les salles. Voilà. Donc voilà, j'avais envie de dire que par rapport à beaucoup d'orchestres qui font 80, alors je ne suis pas du tout là pour dire Divertimento c'est bien et les autres orchestres c'est pas bien, pas du tout. Nous on a notre propre modèle qui est assez unique et assez atypique dans le paysage musical. On est un orchestre indépendant, donc c'est un petit peu une petite start-up qui a aussi cette capacité d'avoir une souplesse, une agilité que d'autres orchestres n'ont pas, mais ces orchestres ils ont aussi d'autres forces, et en tout cas nous c'est ce qu'on a voulu, et c'est ce qui m'anime moi dans mon métier de chef d'orchestre aujourd'hui, c'est d'essayer d'apporter aussi une nouvelle vision artistique, et surtout d'amener des jeunes à grandir par la musique, d'avoir accès à la culture, parce que dans cette expérience que nous avons avec Divertimento et surtout avec l'Académie, c'est de voir que la musique, en fait, leur rencontre avec la musique, pour beaucoup d'entre eux, ça a changé leur vie, parce que ça leur a permis aussi d'avoir accès ça leur a permis de mieux se connaître eux-mêmes. Tout à l'heure, je vous disais que quand j'étais adolescent, je me posais beaucoup de questions. Aujourd'hui, les jeunes dans plein de territoires, ils se posent énormément de questions. Et le fait aussi d'être dans un univers qui est exigeant et qu'eux-mêmes progressent, ils se rendent compte aussi de leurs compétences, de leurs qualités, se font mieux confiance. Et puis aussi, du coup, ça leur permet d'avoir des expériences qui les amènent à croire en de plus grandes ambitions que ce qui s'était fixé initialement. Merci.